Bonjour, nous allons aborder les principes généraux permettant de comprendre l'origine des ponts thermiques et comment agir pour les traiter. Un pont thermique correspond à une fuite de chaleur ponctuelle ou linéaire de l'enveloppe du bâtiment qui peut être causée par une variation de résistance thermique, une discontinuité de l'isolation ou encore l'absence d'isolation. Les ponts thermiques sont à l'origine de surconsommation d'énergie pour combattre ces déperditions de chaleur et de sensations d'inconfort liées à la présence de parois froides. Ils peuvent également conduire à des phénomènes de condensation, pouvant générer une fragilisation du bâti, une baisse de performance de l'isolation ou encore une dégradation de la qualité de l'air intérieur en cas de développement fongique. Il existe 3 types de ponts thermiques. Les ponts thermiques linéiques, liés à la jonction de 2 parois, c'est le cas des jonctions des planchers bas, hauts ou intermédiaires, avec les murs extérieurs, et des jonctions des murs extérieurs avec un balcon ou un mur de refend. On retrouve également les ponts thermiques ponctuels, liés à la jonction de 3 parois, comme par exemple un angle entre un plancher et 2 murs. Et enfin, les ponts thermiques structurels, liés à la technique de mise en œuvre d'un isolant, comme les systèmes de fixation des isolants sur les parois par exemple. Il existe d'autres typologies de ponts thermiques linéiques que l'on retrouve tout au long du cadre des menuiseries et de leur jonction avec la maçonnerie, d'autant plus si la menuiserie n'est pas isolée. Les seuils des portes et fenêtres ou encore les passages de gaines ou conduits sont également sources de ponts thermiques. Dans le parc de bâtiments actuel, les ponts thermiques représentent généralement entre 5 et 10% des déperditions de chaleur liées à l'enveloppe. Plus le bâtiment est isolé, plus les ponts thermiques vont représenter une part importante de ces pertes de chaleur, celle-ci passant toujours par le chemin où il subsiste un affaiblissement de l'isolation. La RT 2012 impose par ailleurs que le ratio de transmission thermique linéique moyen global des ponts thermiques du bâtiment ne dépasse pas 0,28 watts par mètre carré Kelvin et que le coefficient de transmission thermique linéique moyen des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs en contact avec l'extérieur ou les locaux non chauffés ne dépasse pas 0,6 watts par mètre linéaire Kelvin. Il est donc primordial de bien traiter les ponts thermiques en phase conception et d'exécution des travaux. Si l'isolation thermique par l'extérieur permet d'assurer l'homogénéité thermique de la paroi et d'éviter la plupart des ponts thermiques de plancher, il existe également des solutions techniques pour réduire les ponts thermiques en ITI, telles que l'utilisation de rupteurs de ponts thermiques positionnés en bout de dalle dans la continuité de l'isolant du mur. Ils sont composés d'un isolant et relient le mur extérieur au plancher grâce à des aciers de structure assurant la continuité mécanique entre le plancher et la paroi. Ils peuvent être continus ou discontinus. À noter que ces procédés constructifs doivent également répondre aux réglementations sur la sécurité incendie, la stabilité sous sollicitation sismique ou encore sur l'acoustique. On peut également mettre en œuvre une chape flottante sur l'isolant pour traiter les ponts thermiques de la jonction plancher bas, mur extérieur. Ou encore utiliser des planelles isolantes constituées du même matériau que les murs ou d'un dérivé comme la brique alvéolaire, le bloc de béton ou le béton cellulaire, et disposées en bout de dalle, ce qui permet également de réduire les ponts thermiques. En rénovation énergétique, ces dispositions ne sont généralement pas envisageables. Concernant les parois opaques, différentes techniques de mise en œuvre permettent de limiter les ponts thermiques. Pour les planchers bas ou intermédiaires, dans le cas d'une isolation thermique par l'intérieur, on veillera à la continuité de l'isolation, comme indiqué sur ce premier schéma. Dans le cas d'une isolation thermique par l'extérieur, on isolera les murs et la sous-face du plancher. Pour les planchers hauts, dans le cas d'une isolation en comble perdu, on isolera jusque sur le mur porteur, afin que l'isolation du mur et du plancher se superpose. Pour une isolation de comble aménagée, on n'hésitera pas à isoler en sous-face et la surface du plancher des combles, ainsi que la sous-face de la toiture. Concernant les menuiseries, plusieurs cas de mise en œuvre sont possibles en fonction des contraintes du chantier. En ITI, on peut placer la menuiserie au droit intérieur du mur porteur. On peut également la placer au milieu du mur porteur ou au droit extérieur, mais avec un retour isolé. En ITE, on peut placer la menuiserie au droit extérieur du mur porteur, comme sur ce schéma, ou au milieu du mur porteur, voire au droit intérieur avec retour isolé.
Dans tous les cas, on peut également placer la menuiserie en applique intérieure ou extérieure, ce qui restreint les ponts thermiques au niveau des points de fixation. Par ailleurs, en ce qui concerne la performance thermique intrinsèque des menuiseries, notamment celles en aluminium, on veillera à choisir des menuiseries équipées de rupteurs de ponts thermiques. Pour les ponts thermiques ponctuels, notamment dans la mise en œuvre des cloisons en plaque de plâtre, des fabricants ont conçu des systèmes où la jonction entre le rail métallique fixé au mur et la plaque de plâtre n'est plus métallique mais en plastique, minimisant ainsi ce type de pont thermique. Enfin, pour terminer sur un cas particulier, il faudra être vigilant à la mise en œuvre d'une ITI dans les bâtiments anciens qui comportent des planchers avec poutres encastrées dans le mur. En effet, une mauvaise prise en compte de ce pont thermique ponctuel pourrait créer des zones de condensation et induire le pourrissement des poutres en bois ou la corrosion des poutres métalliques. Pour éviter cet écueil, il est recommandé de suivre les préconisations du rapport RAGE à ce sujet.